Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 avril 2024 et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie sur la désormais chaîne de la vérité. Voilà, nous avons beaucoup de sujets aujourd'hui, donc nous allons aller très rapidement pour ne pas perdre beaucoup de temps. Par rapport aux plaintes des citoyens, on a reçu des plaintes sur les CNI. Les gens se plaignent du fait que les CNI ne sont pas délivrés rapidement. Je connais des gens qui ont eu leur CNI en 10 jours, en 2 semaines, mais il y en a aussi qui attendent 1 an, qui n'ont pas encore leur pièce. À propos de cela, on avait rencontré l'ONESI, il était question qu'on collabore, et puis après, on ne sait pas ce qui s'est passé, ça n'a plus eu lieu. Mais on aimerait interpeller les responsables de l'ONESI. Nous sommes dans une année préélectorale. Bientôt, on va lancer la révision de la liste électorale. Il faudrait que les citoyens aient leur carte d'identité pour aller s'inscrire. Au-delà de ça, c'est une pièce administrative dont on a besoin dans la vie courante pour tous nos actes administratifs. Donc, vraiment, on veut prier les responsables de l'ONESI de voir ce qu'ils peuvent faire pour que les cartes d'identité soient délivrées beaucoup plus rapidement. Voilà. Catégorisation des diplômes. On a été saisi par certaines personnes qui se plaignent et on l'a constaté effectivement dans les communiqués de certains concours. Il y a une catégorisation au niveau des diplômes. On lance un concours donné, par exemple le concours de la magistrature, et puis on va vous dire par exemple que c'est les diplômes à partir de 2016 qui sont valables. C'est-à-dire que tous ceux qui ont obtenu leur diplôme avant 2016 ne peuvent pas participer au concours. Et ça, c'est une discrimination qui n'a pas de raison. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse brimer, qu'on puisse exclure certains citoyens d'une compétition qui est ouverte à tous. Même si le diplôme est de 1960. Le gars, il vient compétir s'il correspond aux critères. Mais il y a des concours pour lesquels on précise que les diplômes de certaines années ne sont pas valables. Dans un contexte où on dit vouloir lutter contre le chômage, dans un contexte où on dit que l'année de la jeunesse se poursuit, franchement, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Il faut garantir l'égalité des chances à tous les citoyens. Et cette égalité des chances-là nous est garantie dans la Constitution. Quand on va parler encore, vous allez dire que c'est politique qu'on fait. Ce genre de pratique-là, c'est anticonstitutionnel. Donc vraiment, que les responsables de la fonction publique veillent à ce que cela soit respecté. Parce que ça exclut des gens qui ont besoin de travail et c'est pas à la date du diplôme que la compétence se juge. Au contraire même, les anciens diplômes même sont plus, comment on va dire, plus valorisants même que les nouveaux parce qu'on sait que le niveau a baissé. Le niveau a considérablement baissé. Donc, s'il vous plaît, arrêtez à la fonction publique avec cette discrimination. Les COGES, ça là, on a parlé de ça quand on est fatigué. Voilà l'année qui est finie, on est en avril. Certains COGES n'ont pas encore reçu leur financement. Financement, même quand ça vient là, les gens coupent dedans jusqu'à ce qui leur parvient là. Ça ne leur permet même pas de travailler correctement. Et là encore, ça ne vient pas à temps. Donc, on veut interpeller le ministère de l'Éducation nationale sur ce fait. C'est pas bien. Et ça crée des dysfonctionnements dans la gestion des établissements scolaires. Donc, essayez de voir ça, s'il vous plaît. L'ONS, l'Office national des sports, en octobre 2023, suite au test que la pluie a fait sur le stade de Bimpe par 2 fois, la directrice générale de l'ONS a été débarquée et un autre directeur général a été nommé. Mais depuis cette période, les agents qui travaillent à l'ONS disent vivre du calvaire. Ils disent qu'ils ont l'impression qu'il y a un règlement de compte entre la direction et le personnel parce qu'il y a des gens qui travaillaient là-bas depuis longtemps, on licencie abusivement. En tout cas, il se passe beaucoup de choses et les salaires ne sont pas payés depuis le mois
de janvier 2024. Ça, c'est pas normal. Avec tous les sous qui ont été mis dans l'organisation de la grande compétition qu'est la CAN, est-ce normal que l'ONS en soit à ne pas pouvoir payer ses agents comme il se doit? En tout cas, on a été saisi et on espère que quelque chose sera fait pour que non seulement les salaires soient régularisés, mais que les licenciements abusifs s'arrêtent. Voilà. Prime des examens à grand tirage. Là aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Les primes de 2023 n'avaient pas été payées, mais il y a pire. Il paraît que actuellement, c'est en train d'être payé au compte-gouttes, alors que on s'en va vers les examens de 2024. Mais puis, en 2022, à la DRENA Abidjan 4, les gens n'ont pas reçu leurs primes, leurs indemnités pour avoir participé à ces examens. Et ceux qui s'en plaignent sont particulièrement les enseignants du privé, alors que c'est des enseignants qui sont maltraités. C'est des travailleurs qui sont maltraités. Non seulement ils ne sont pas bien payés, ils ne sont pas payés, je veux dire, le niveau de salaire n'est pas bon, la régularité du paiement de salaire n'est pas garantie, mais pendant les vacances, il y a des établissements scolaires qui ne payent pas les enseignants du privé. Donc, ils ont besoin de leur argent. Où sont passées les indemnités de 2022 de la DRENA Abidjan 4? C'est la question qu'on veut poser. Voilà, que les responsables du ministère de l'Éducation nationale règlent ce problème et on espère qu'avant les examens de 2024, ils vont complètement payer les indemnités de 2023. En tout cas, bon courage à nos enseignants. Il y a quoi à vous. On espère que ce genre de pratiques-là vont être bannies. Voilà. Autre problème, bon là, c'est nos amis les gendarmes encore. Quand j'en parle, les gens se plaignent, mais ce sont aussi des citoyens et des travailleurs. Ils disent que depuis la CAN, ils sont fatigués, on leur refuse des congés. Le congé, là, vraiment, c'est un droit. Normalement, ça ne devrait pas se discuter. Dans les services normaux, c'est planifié. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on demande aux gens de préciser quand ils veulent aller en vacances et ça permet de faire des programmations de sorte que à certains postes, il n'y ait pas, tout le monde n'aille pas en vacances en même temps. Voilà, donc il y a une planification qui se fait selon les postes et donc nous voulons demander aux responsables de la gendarmerie de laisser les gendarmes aller en vacances. Ce ne sont pas des robots, c'est vrai que ce sont des militaires aussi, mais le corps a ses exigences, on ne peut pas travailler toute l'année sans vacances. Voilà, donc soyez un peu humains dans la gestion de vos éléments. Voilà. Police municipale, ça là vraiment c'est un problème. Les gens de la police municipale là, eux-mêmes ils dépassent certains policiers. Normalement là, le rôle de la police municipale, c'est de veiller à la surveillance de l'environnement de la commune. Est-ce que tous les arrêtés municipaux qui sont pris là sont bien appliqués? Est-ce que l'ordre dans la commune est respecté? C'est ces choses-là que le policier municipal, c'est ça son rôle, c'est ces choses-là qu'il contrôle. C'est pas son rôle de contrôler pièce de quelqu'un, sauf si il y a un vrai policier qui est avec lui. Là, le vrai policier peut l'envoyer en lui donnant des instructions. Mais lui-même s'est levé pour contrôler pièces des gens là. C'est pas son travail. Donc vraiment, on est dans un pays où il y a tellement de désordre que les gens font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Il y a les populations aussi ne connaissent pas leurs droits, donc on abuse d'elles. C'est ainsi que hier à Yopougon-Bagnon, il y a un policier municipal qui s'est permis d'arrêter un petit de 15 ans, l'accusant de vol. Il a pris le petit devant ses parents, il l'a envoyé chez lui, il l'a menotté de 8h à 19h. Actuellement, l'enfant est malade. Et les parents sont allés se plaindre à la police sans suite. Ils sont allés se plaindre à la gendarmerie sans suite. C'est le lieu aussi d'interpeller nos policiers et nos gendarmes. Parce que ceux qui sont bien formés là, ils font pas ça. Les déchets que vous avez introduits dans tous les corps après la crise là, c'est eux qui gâtent le nom de chaque corps.
Sinon, un policier normal, on ne peut pas venir lui signaler une situation comme ça. Un gendarme normal, on ne peut pas venir lui signaler une situation comme ça et puis ça ne va pas quelque part. Pourquoi? C'est pas sérieux. Et le monsieur, il s'en fout, il est là, bon, parce que la police n'a rien dit, la gendarmerie n'a rien dit, il nargue même les parents. Le petit est malade, il ne veut pas contribuer à ses soins, alors que c'est ce qui a été demandé. Franchement, on a un problème dans ce pays-là. Il faut qu'on le règle rapidement, parce qu'on est dans l'insécurité totale. On est dans l'insécurité totale. Il suffit que quelqu'un connaisse quelqu'un à la gendarmerie ou à la police, même si tu as raison là, tu vas rester là-bas. Il y a un problème, on ne peut pas continuer comme ça. Et dans toute la chaîne, depuis le policier ou le gendarme jusqu'au procureur, il y a ces pratiques-là. Les gens abusent de leur pouvoir. Et il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Parce que c'est trop. C'en est trop. C'en est vraiment trop. On nous a signalé le cas de M. Aouzi à Yamoussoukro. On va prendre le temps de bien se renseigner. Sinon, on nous a dit quel procureur est derrière. Hein? C'est pas parce que vous êtes procureur que si vous avez un problème personnel avec quelqu'un, vous allez régler ça avec la justice, alors que vous-même, vous n'avez pas raison. Il y a un problème. C'est tout ça qu'on appelle les abus. C'est tout ça qu'on appelle les abus. Et ça, c'est pas sérieux. Actuellement, là, M. Aouzi, là, il est à la brigade de recherche de Yamoussoukro, hein, et on nous a expliqué les choses. Mais on va tout vérifier et puis on va venir parler de ça ici. Si c'est pas réglé, en tout cas, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. D'honnêtes citoyens qui font leur travail, parce que vous avez un certain grade, vous venez les piéger dans des situations et puis après, c'est vous encore qui prenez le dessus pour les brimer. On ne peut pas continuer comme ça. 56e promotion de l'ENS. Promotion Dominique Ouattara. Depuis 17 mois, ils n'ont pas reçu leur appel. Ils ont été affectés le 29 novembre 2022. Donc, comme ce sont les filleuls de la première dame, ceux qui la connaissent, là, allez lui dire que ces filleuls, la fonction publique en train de les maltraiter. 17 mois sans leur appel. C'est pas normal. Il y a tellement de choses anormales dans ce pays. Les déguerpis, ça là aussi, là, c'est un sujet qu'on ne va pas laisser. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils ne laissent pas. On va vous rappeler qu'il y a deux catégories parmi les déguerpis là. Il y a des déguerpis qui sont victimes de projets, on va dire, financés par des bailleurs. Normalement, les projets financés par des bailleurs, on ne devait pas avoir de problème. Parce que ces projets-là sont soumis à études d'impact environnemental et social. Et à l'issue de l'étude d'impact environnemental et social, il y a un plan d'action de réinstallation qui est élaboré pour les personnes affectées par le projet. Et c'est le plan d'action de réinstallation qui prescrit toutes les formes d'indemnisation qui doivent être appliquées à ces populations affectées-là. Et en général, ça se passe dans un calendrier très clair où il y a des réunions avec les populations, on les recense sans problème, on discute avec elles, on négocie leurs compensations, on les paye et c'est quand on finit de les payer qu'on prend possession du site, on peut raser maintenant le site. C'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, depuis quelques années, cette procédure n'est plus respectée. Même le 4e pont sur lequel vous circulez là, il y a encore des populations sur le 4e pont qui n'ont pas été indemnisées. Mais il faut reconnaître que sur le 4e pont, 95% de ces populations-là ont été indemnisées, sauf les 5% qui restent. Et ça, c'est sur le site de Boribana. Boribana qui fait 21 hectares, il y a 7 hectares qui étaient affectés par le 4e pont et c'est les populations de ces 7 hectares-là qui ont été indemnisées à 95%. Le reste des 21 hectares qui restent, les 14 hectares qui restent là, les gens n'ont pas été indemnisés. Et eux, ils ne sont pas dans le cadre du 4e pont. Mais voilà un projet financé par les bailleurs qu'on appelle le projet de la ligne 1 du métro. Là-bas, là, non seulement les personnes qui sont affectées par le projet n'ont pas été indemnisées et ils ont cassé leur maison, mais en cassant là, ils ont débordé pour toucher 200 familles
qui n'étaient même pas dans l'emprise. Et actuellement où je vous parle, toutes ces personnes-là n'ont pas été indemnisées. Elles sont dans les problèmes. Les problèmes même font qu'il y en a qui meurent. Les problèmes font qu'il y en a qui meurent. Maintenant, l'autre catégorie là, c'est les projets que l'État mène directement. Comme ils ont cassé GESCO, ils ont cassé Banco, ils continuent de casser là. Où le district a commencé là. Et cela même, c'est encore plus grave. Parce que là, l'État n'a pas de compte à rendre au bailleur. Il vient, il fait du mal à ses propres populations et puis il avance. Donc vraiment, voilà la saison pluvieuse qui a commencé. Nous voulons vraiment interpeller l'État du Côte d'Ivoire. Pardonner, indemniser les gens. Quand le district a commencé pour apaiser les gens au Conseil des ministres du 13 mars 2024, ils ont pris des mesures. Mesures là, on ne voit pas l'application. Cellules même, on dit, on a créé pour faire le suivi des déguerpissements là. Cellules là, on ne voit pas les gens de cellules là. On leur écrit, ils ne répondent pas. Et les fameux 250 000 pour le relogement, on dit, on va payer là. Ils ont commencé à GESCO, ils n'ont pas encore fini à cause des magouilles. Les gens de GESCO disent, ils ont 112 propriétaires de cours, 549 locataires. Ceux qui ont commencé à payer là, ils disent, il y a 203 propriétaires de cours. Et 1191 locataires. On ne sait pas où ils ont enlevé tout ça là, parce que il y a eu les listes que les déguerpis ont faites, qui sont des listes fiables, parce que vous n'avez pas fait de recensement avant de casser. Donc, c'est les propriétaires là qui savent qui sont leurs locataires. Mais en dehors des responsables des déguerpis, les gens contactent des chefs de communauté, ils contactent les mairies, et puis on ajoute des noms. Ça s'en va au ministère, le ministère même ajoute des noms. Finalement, il y a des personnes qui sont victimes, qui n'ont rien reçu. L'argent même qui ne suffit pas là, il y a des gens qui n'ont pas reçu. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas droit, qui ont reçu. C'est ceux-là, vous avez vu à la télé, ils étaient contents là. On n'a pas cassé leur maison et puis on leur donne l'argent. Pourquoi ils vont dire qu'ils sont contents? Et c'est la triste réalité dans laquelle nous sommes. Tous les autres n'ont rien reçu. Tous les autres déguerpis des autres sites n'ont rien reçu. Et le pire, leurs enfants sont en train de perdre leur année scolaire. Jusqu'aujourd'hui, le ministère de l'Éducation n'a pas réagi par rapport à ça. Normalement, partout, les parents ont pu se réfugier. Le ministère devait donner des instructions pour que les enfants soient reçus dans les écoles les plus proches de là où ils sont. Tout ça, ce n'est pas fait. Donc, nous, dans le cadre de la coalition des victimes et des menacés de déguerpissement de Côte d'Ivoire, nous avons réécrit, parce qu'on avait fait des premiers courriers sous la bannière de nos organisations, on n'a pas eu de réponse. Au nom de la coalition, depuis hier, on a déposé les courriers, on attend, on va venir vous rendre compte. Mais vraiment, nous sommes gouvernés par des gens qui ne nous aiment pas et qui nous méprisent. Vous ne pouvez pas venir casser la maison de quelqu'un. Vous dites que vous avez pris des mesures, vous ne vous pressez même pas pour appliquer ces mesures-là. Pendant que vous dormez dans vos maisons climatisées, il y a des gens qui sont sur les gravats. Gravats là même encore, on dit on va venir enlever. Et puis ils vont où? Ils vont où? Ces derniers temps-là, les pluies sont très violentes avec des orages. Ils vont où avec leurs enfants? Il y a déjà des morts, des vieux comme des enfants. Vraiment, il y a un problème. Donc ici, on veut interpeller le Premier ministre. Parce que c'est chez lui, la cellule-là est logée. La cellule-là, elle n'a qu'à travailler. Nous, on veut la voir, on veut parler avec elle. Pour lui soumettre les cas qu'elle est censée régler. Vraiment, c'est pas possible. C'est compliqué. Hein? En tout cas, on est dessus, on va pas laisser. Et tous ceux qui sont victimes de déguerpissement, nous vous invitons à rejoindre notre coalition. C'est dans la solidarité que nous obtiendrons quelque chose pour chacun de vous. Si les gens vous aimaient et vous respectaient là, ils n'allaient pas vous faire subir tout ça. C'est ça qu'on appelle pompiers pyromanes là. Ils vous font du mal après, ils font semblant de vous aider. Aide là même là, vous voyez que ça vaut rien. Mais pour vous parvenir encore, c'est problème. Donc si on n'est pas solidaire, on n'obtiendra rien pour vous et c'est vous qui allez perdre. Eux, ils n'ont pas d'état d'âme, ils avancent.
Donc, on vous invite à rejoindre la coalition. Entrez en contact avec nous. On va lutter ensemble pour vos droits. À bon entendeur, salut. Sit-in contre la nomination du gouverneur Cissé Bakongo. Il y a un groupe de jeunes Atchan qu'on appelle communément Ébrié qui s'est opposé à la nomination du gouverneur du district, pas parce que c'est un problème de personne, il faut que ce soit très clair par rapport au principe. Il y a un droit acquis qui fait que depuis que la ville d'Abidjan a été créée, ce sont les autochtones Atchan qui ont la direction de ce district. Et même quand les nouveaux districts ont été créés, les 12 nouveaux districts, dans le décret qui a créé ces districts-là, il a été précisé que ce sont les autochtones, les personnes originaires de ces districts-là qui sont nommés à la tête de ces districts. Tout simplement parce que la dimension culturelle compte. Moi, on ne peut pas me prendre pour aller gérer un district à Odiéné. Qu'est-ce que je sais de la culture de là-bas? Donc, ce n'est pas seulement une question de développement, mais il y a le volet culturel qui compte. Et c'est par rapport à cela que ce groupe-là s'est levé pour contester la nomination du gouverneur du district autonome d'Abidjan actuel, notamment M. Cissé Bakongo. Et ils ont lancé un mot d'ordre de sit-in devant le district pour le jeudi 18 avril 2024. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui est vieux comme le monde. On appelle ça diviser pour régner. Pendant que les jeunes Atchan ne sont pas contents que le district ait échappé aux Atchan, les vieux Atchan corrompus, eux-mêmes, ils prévoient une journée d'hommage pour dire merci au chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pour les Atchan. Et ça va se passer le 27 avril à Songo. Voilà le contexte dans lequel on est. Et tous les problèmes que nous avons dans ce pays-là, c'est parti des divisions. Comment vous-même, qui devriez le revendiquer, qui devriez soutenir vos jeunes, c'est vous qui prenez le contre-pied. Et ce groupe-là a écrit au préfet d'Abidjan pour dire qu'ils allaient manifester le 18. Le préfet d'Abidjan leur répond par un refus. Eux aussi, ils ont répondu pour dire que ce n'est pas autorisation, ils demandent. Selon la Constitution, là, ils ont le droit de manifester pacifiquement. Le préfet les reçoit le jeudi dernier pour essayer encore de les dissuader. Les jeunes gens maintiennent leur manifestation. Donc, dimanche là, c'est les chefs maintenant qui les convoquent pour leur dire de laisser tomber. Comment on peut défendre nos droits dans ces conditions? Comment? Comment? Comme c'est une affaire entre les Atchan, où on ne peut que commenter, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. J'espère que les voitures, les cellulaires, tout ce qu'on vous a promis, qui fait que vous vendez votre dignité là, j'espère que vous allez l'emporter au paradis avec. Parce que c'est tellement nul, c'est tellement malheureux, c'est tellement grave, cette façon de trahir votre peuple. On l'a dit depuis le début, ce n'est pas un problème de personne, c'est un principe qu'on défend. C'est un principe qu'on défend. Mais bref, on voulait juste vous faire le point de la situation, souhaiter bon courage à ces jeunes. Finalement, il y a eu une rencontre entre eux et puis le gouverneur. Moi, je dis que quand je demande le départ de quelqu'un, ce n'est pas avec lui que je discute, hein. C'est avec celui qui le nomme que je discute. Mais bon, on est en Côte d'Ivoire, ce qui est sûr. Bon vent à vous, nous on poursuit notre lutte. On va parler du cacao. Le 2 avril 2024, le ministère de l'Agriculture a annoncé que pour cette campagne de 2024, le prix du cacao est fixé à 1500 francs. Quand nous savons que nous, en tant que producteurs, premier producteur mondial,
C'est ce qu'on nous propose alors qu'au Cameroun, c'est 5 000. Au Ghana, tout près ici, c'est au moins à 2 000 ou 3 000, ainsi de suite. Vraiment, les planteurs n'étaient pas contents. Je vous parlais tout à l'heure du diviser pour régner. Pendant qu'il y a une plateforme composée du SYNAPSI, de l'ANAPROSI et du CONASASI qui ne sont pas d'accord, il y a une autre organisation qui s'appelle Anakasi qui dit qu'elle est contente de 1500 là. Toujours le même procédé. Le diable là, il ne change pas sa façon de travailler. Est-ce que c'est logique? Vous qui dites que vous êtes content là, on dit, donc si on obtient l'augmentation là, j'espère que vous allez rester sur les 1500 là. Vous n'allez pas prendre l'augmentation, parce que ce n'est pas bon. Donc, les autres ont tenu un conclave le vendredi 12 avril 2024 à Daloa. Et parce que justement, ils ont annoncé ce conclave à Daloa, l'autre groupe là, ils ont fait marche aussi à Daloa le jeudi 11 avril, pour soutenir les décisions du ministère. Vous voyez comment les gens sont malheureux. Quelque chose même qui va t'arranger là, tu luttes pour ça. Est-ce que tu es normal? Donc les autres là, ils ont tenu leur conclave et ils ont maintenu 4 résolutions. Ils ont écrit au président de la République pour demander premièrement que le prix là soit monté au moins à 2500 francs, ce qui n'est pas trop demandé par rapport aux 5000 francs du Cameroun. Ensuite, il y a un prix qu'on appelle une prime, qu'on appelle prime différentielle sur les revenus des coopératives, que les gens appellent abusivement prix différentiel de ramassage. Ce prix-là, depuis 2011, il est à 80 francs. Depuis 2011. Donc, ils demandent que ce prix-là monte à 250 francs. La troisième chose, c'est la révision des textes. Parce que les textes qui régissent la filière sont caducs par rapport à ce que les paysans eux-mêmes veulent. Ils veulent reprendre en main leur filière. Actuellement, la filière est dirigée par le Conseil Café-Cacao qui gère contre la volonté des paysans. Et les paysans ne sont pas contents des décisions que le Conseil prend. Déjà avant même cette affaire d'augmentation à 1500, là, quand les cours mondiaux ont commencé à grimper, certains exportateurs, transformateurs et acheteurs avaient commencé à acheter même à 1200, 1400. Le Conseil a produit un communiqué officiel pour menacer ces gens-là de respecter les 1000 francs. Maintenant, récemment encore, il y a un truc qu'ils appellent, comment on appelle ça, prime de certification. La prime de certification qui est à 70 francs le kilo. Sur le terrain, les exportateurs ont commencé à augmenter ça à 140 francs. Là, ils ont été menacés. Cette fois-ci-là, ils n'ont pas eu le courage de faire un communiqué. On les appelle pour les menacer. Pourquoi vous voulez? Ça dit que vous êtes là pour veiller sur les intérêts des gens et quand ils ont des gains, c'est vous qui êtes les premiers à vous y opposer. Aïe, quand même là, ils ne sont pas planteurs. Hein. Donc, les paysans disent, donnez-leur leur filière. Eux-mêmes, ils vont gérer. Donnez-leur leur filière. C'est pour ça que la quatrième revendication, c'est l'application de l'ordonnance 2011-473 du 21 décembre 2011 relative aux organisations interprofessionnelles agricoles. Ils veulent que toutes les dispositions qui sont dans cette ordonnance qui date de 2011 soient effectivement appliquées pour que les paysans s'approprient réellement leur filière, qu'ils gèrent eux-mêmes leur filière pour mieux garantir leurs intérêts, ce qui est tout à fait normal. Donc vraiment, on veut encourager tous les paysans à être solidaires de ce groupe-là parce qu'il s'agit d'améliorer vos conditions de travail et il s'agit d'améliorer vos revenus. Voilà. Donc ça, c'était pour le cacao. Bon, on a reçu la visite du ministre Gabonais du 11 au 13 avril. Ça, bon, ça nous a un peu interpellés puisque ici, par rapport à tout ce que la CEDEAO dit contre les jeunes au pouvoir, nous on est surpris que le président de la République de Côte d'Ivoire
reçoivent quelqu'un qui a fait un coup d'État, même s'ils ne sont pas dans la CEDEAO, coup d'État, c'est coup d'État. Donc, on pense que ça fait 2 poids, 2 mesures. Soyons sérieux dans nos positions et soyons fermes. Si on dit qu'on est contre les coups d'État, bon, recevoir quelqu'un qui a fait un coup d'État, vraiment, c'est un peu bizarre. C'est notre avis et on a le droit d'avoir cet avis. Voilà. Voilà le pays où on est. On exproprie les gens à longueur de journée et puis il n'y a rien. Parce qu'il y a toujours des complicités administratives, judiciaires, derrière toutes ces expropriations. Et les citoyens sont désemparés. Donc là-bas, les gens ont tenu une réunion. Ils ont tenu une réunion parce que même les jeunes du village, on ne les embauche pas de façon durable. Si tu as fait maximum 2 ans, on t'enlève. On met quelqu'un d'autre. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Le contrat n'est pas respecté. Les gens ont tenu une réunion avec le ministère des Mines le vendredi 5 avril. Après cette réunion-là, la réunion n'ayant pas été concluante, les jeunes n'étaient pas contents. Ils ont érigé des barrages pour empêcher les camions de la mine de passer. Mais quand c'est comme ça, là, dans un contexte normal, les jeunes sont fâchés. Le chef appelle les jeunes, on parle avec eux, enfin, on trouve une solution. Non, non, la gendarmerie de la mine est venue frapper les jeunes là. Et puis on a ramassé certains pour les envoyer en prison. Ceux qu'on a ramassés là, il y en a qui venaient du champ. Il y en a qui ont été pris parce qu'ils ont eu malheureusement la curiosité d'aller voir ce qui se passait. Et c'est dans ça, 13 personnes ont été arrêtées, ont été torturées. Il y a une femme là même, on dit, elle venait du champ avec son bébé. Ils ont enlevé le bébé là sur son dos, on l'a jeté quelque part là-bas. On a pris la maman pour partir. Elle n'était même pas dans les manifestations. Là, il y a des femmes qui ont eu leur menstru. Elles n'avaient rien pour se protéger pendant 3 jours à la gendarmerie. On a frappé les gens. Il y a les images des blessures. Et c'est après ça qu'on les a envoyés à la gendarmerie de Bois-Flé. Et c'est après qu'on les a envoyés à la gendarmerie que certains jeunes ont commencé à brûler des bus, ils se sont fâchés. Et ceux qui ont brûlé tout ça, là, on ne les a pas pris. Hein. Ceux qu'on avait pris avant qu'on ne casse et qu'on ne brûle là, c'est eux maintenant on accuse des casses. Voilà le pays dans lequel on est. Et ils ont emprisonné 6 jeunes gens et 7 jeunes femmes. Dans les maltraitances, on dit à des gens, mais on a cassé leurs dents. Si vous voyez les photos, ça fait pitié. Donc voilà, des gens qui souffrent parce qu'ils ont pensé accueillir le développement. Des gens qui souffrent parce qu'ils ont fait confiance à l'administration pour les protéger. Sinon, il y a des points ici, là, il y a l'eau là-bas, et puis les gens disent qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on exploite. Et puis ça reste comme ça. Parce que quand on fait les enquêtes de Komodo et d'Inkomodo, là, il suffit que le village refuse, là. On ne peut pas aller s'installer sur cette terre. Mais des gens qui ont voulu faire confiance au développement, c'est devenu problème sur leur tête. Simple, eux, ils ne peuvent pas boire parce que c'est pollué. Et il y a la violence là-bas. Les gens ont créé des fumoirs. Vous savez que partout, il y a les histoires d'or là. C'est compliqué. Il y a des guerres de gangs, il y a plein de choses. En tout cas, l'environnement sécuritaire s'est considérablement dégradé. Mais aujourd'hui, là, nous, on parle là. C'est par rapport aux jeunes qui sont emprisonnés. Des gens qui n'ont rien fait. Ça dit que parmi ceux qu'on a emprisonnés là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait barrage dedans. Et tous ceux qui ont été emprisonnés l'ont été avant qu'il n'y ait les casses. Donc on ne peut pas les accuser et on ne devrait pas les accuser des casses. Donc on veut vraiment porter cette affaire à la connaissance de l'opinion et interpeller le procureur de Bois-Flé pour qu'il fasse son travail. Il faut que ces jeunes-là, ils ne sont pas encore auditionnés. Hein. Il paraît que c'est mercredi, on va les auditionner. Depuis, on les a pris là. On veut interpeller le procureur pour qu'il veille à ce que la procédure soit respectée et que ces jeunes-là soient libérés parce qu'ils n'ont rien fait. Il aurait fallu que la gendarmerie mène une enquête pour savoir qui a mis les barrages et puis les casses là, c'est après leur arrestation, on ne peut pas les accuser de cela. Et il faut que la mine les soigne parce qu'on les a blessés. On doit les dédommager même, ceux qu'on a arrêtés là, on doit les dédommager.
La femme qui avait son bébé là, dans son dos, on est obligé de sevrer brutalement l'enfant. On va faire comment? Et toutes ces femmes-là, les photos sont là, de toutes les traces des maltraitances qu'ils ont subies. Les filles là même, on a rasé leurs cheveux. En tout cas, les jeunes gens là, on dit on a cassé presque tous leurs dents. Je ne sais pas c'est quel texte de la gendarmerie qui prescrit qu'on traite des gens qu'on a arrêtés de cette manière. Donc, on veut interpeller aussi les organisations des droits de l'homme. Voilà des cas qui devraient vous intéresser. Ça a circulé sur la toile jusqu'à fatiguer. Les jeunes gens là, ils sont encore en prison là-bas. Et c'est dans ce pays-là que nous sommes. C'est dans ce pays que nous sommes et les responsables du village sont menacés par certaines autorités administratives. En tout cas, c'est un problème. Vous savez que dans ces zones où il y a l'or là, il y a beaucoup de corruption. Donc si vous n'avez pas la chance que les autorités administratives ont été corrompues là, tout ce que les gens de la mine font là, c'est bon. Ils ne payent plus à la sécurité et au respect des droits des populations qui sont sous leur coupe. Et quand maintenant, certains chefs sont corrompus, c'est encore plus grave. Donc vraiment, il y a qu'aux populations de tous ces villages-là et que chacun prenne ses responsabilités pour que ces villages-là entrent dans leurs droits. Sinon, donnez leur terre et puis retournez chez vous en Australie là-bas. S'il n'y a pas l'or là-bas, c'est votre problème. Mais vous ne pouvez pas venir sur les terres des gens, faire un contrat avec eux, ne pas respecter ce contrat et en plus les maltraiter, les emprisonner, les tuer même parce que des gens qui peuvent même pas avoir l'eau potable dans leur propre village, c'est un problème. Et le dynamitage, dans le cadre de l'exploitation de l'or, là, ça a fissuré des maisons. Ça a fissuré des maisons. Des maisons que les gens eux-mêmes, ils ont construites là. Vous ne les avez pas dédommagées, vous ne respectez pas les contrats, vous êtes en train encore de faire écouler leur maison. C'est quelle affaire? C'est pas normal. On dit qu'ils exploitent en moyenne 250 kilos d'or par mois. En moyenne. Ça veut dire que ça peut être plus. Et c'est dans ça là, les villageois n'ont rien. Rien du tout. Jusqu'à ils sont allés clôturer leur terre. Terre que vous n'avez pas fini de payer là. Vous clôturez, on ne peut plus toucher. Égal à celui qu'on a surpris en train d'aller récolter quelque chose là-bas. Simple récolte. En tout cas, vraiment, nous, on porte ça à la connaissance du public pour dire que le peuple est trop maltraité. Le peuple est trop maltraité. Et comme plusieurs autorités administratives sont corrompues, ils font pas leur travail. Ça là, c'est pas la faute du président de la République. Il peut pas être partout. C'est pas la faute aussi. Ceux qui sont sur le terrain, qui devaient remonter les bonnes informations là, c'est eux qui font pas leur travail. Donc moi, je conseille au cadre de ces villages-là d'aller porter plainte contre la société des mines avec le contrat qui a été signé. Allez porter plainte. On dit la justice est corrompue là, mais dans la justice là, il y a des gens qui font leur travail. Et si on communique autour de cette démarche, même les plus corrompus là, ils n'oseront pas parce qu'on va les exposer. Allez porter plainte. Pleurer là, ça ne sert à rien. Ils respectent le contrat ou bien ils quittent votre terre. C'est tout. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Ils n'ont même pas les moyens de scolariser leurs enfants. Ils n'ont pas les moyens de se soigner. Pendant que des gens profitent de leur or. Pourquoi? C'est pas sérieux. On ne peut pas signer un contrat en ayant l'intention manifeste de ne pas le respecter. Et les gens doivent subir les conséquences tout seuls pendant que vous vous enrichissez sur les ressources de leur terre. Pourquoi? En tout cas, partout où ça se passe là, levez-vous. S'il faut qu'on crée une coalition, on va créer une coalition. Venez nous voir. Nous, on va vous conseiller des avocats. Vous allez les poursuivre. C'est quoi? Donc, on va terminer avec le projet de la MACA. J'ai dit le projet encore. On est dans les projets. Avec le sujet de la MACA, il y a longtemps que nous avons parlé de nos amis les prisonniers, mais leurs conditions de détention ne se sont pas améliorées. Quand on dit maison d'arrêt et de correction, le côté arrêt là, c'est arrêter les gens. Mais quand on dit correction, ça veut dire que quand les gens sont là-bas, on crée les conditions pour qu'ils s'améliorent.
certains apprennent des métiers, ainsi de suite. Nous, notre MACA qui est devenu PPA là, il n'y a rien de tout ça là-bas. Avant, il y avait quelques ateliers même de formation. Avec la Covid, tout ça là s'est arrêté et jusqu'aujourd'hui, rien n'a repris. Et il y a une ONG qui s'appelle Don't Forget Them qui a investi pour construire un centre de formation en restauration. Et ce centre de formation-là avait un triple avantage. Le premier avantage, comme son nom l'indique, c'est qu'il forme des prisonniers. Donc ceux qui sortent, il y a certains même qui sont passés à l'ITV, à la RTI, pour donner leur témoignage de comment ils ont été réinsérés après leur détention. Donc le premier avantage, c'est la formation et la facilitation de la réinsertion de ces détenus-là. Le deuxième avantage, c'est qu'en prison, ce n'est pas facile de se nourrir. Ce n'est pas facile de se nourrir. Donc ce restaurant-là, tout en formant les gens, permettait aux prisonniers d'avoir des repas à moins de coût. Quand moi j'étais là-bas, là, eux ils faisaient le gaba à 600. Gaba on fait à 500 ici là. Ils faisaient à 600. Mais si tu envoies un garde pour aller payer ton gaba là, tu vas dépenser 2000. Donc, ce restaurant-là permettait aux gens de manger bien et à moins de coût. Le gaba était à 600, tu as un plat de tchèp à 1000 francs, à loco poisson, à loco poulet, 1000 francs, 1500. Et ça permettait aux détenus qui n'ont pas d'occasion de cuisiner, parce que là-bas on cuisine, mais c'est pas tout le monde qui peut cuisiner. Donc, chez les hommes, par exemple, le repas qu'on fait, qui ressemble à un repas pour du bétail, là, celui qui veut pas manger ça, il achète son repas. Celui qui peut pas cuisiner, il achète son repas. Et ça permettait aux gens de se nourrir sainement. Même chez les femmes, celles qui ne pouvaient pas cuisiner, achetaient aussi leur repas. Mais chez nous, ici, là, quand tu fais une activité et puis les gens ne mangent pas dedans, là, c'est un problème. Et pourtant, l'ONG servait aussi l'administration gratuitement. C'est quoi? Ils ont fermé le coin là, sans même prévenir. Ils ont fermé brutalement. Alors que toutes ces provisions que les gens ont prises là, il y a des provisions qui sont prises à crédit. D'abord, même la personne a investi. Vous ne savez pas où il a enlevé son argent pour faire ça. Maintenant, même les provisions avec lesquelles ils travaillent là, il y a certaines aussi qui sont prises à crédit. Et puis, brutalement, pas on coupe. On dit non, on ne veut plus. Donc, on ne forme plus les prisonniers. Les conditions pour se nourrir deviennent plus difficiles. Et ceux qui ont investi dedans ont des problèmes. Mais ça, ce n'est pas leur problème. Et aujourd'hui, je vous parle, ça c'est la traite des gardes. Ils vont aller payer Gaba des gens à 2500 encore. Ils vont recommencer à maltraiter les prisonniers. Donc, nous, on s'interroge, l'administration pénitentiaire, là, leur rôle, c'est quoi? Ou bien on vous a dit que quand on envoie les gens en prison, là, c'est pour aller les tuer. Si c'est ce qu'on vous a dit, dites-nous, parce que toutes les décisions que vous prenez sont contre les prisonniers. Vous avez arrêté ça, là, c'est pourquoi. Donc, nous, on veut donner un message à ceux qui connaissent le ministre de la Justice. Il est ministre, mais il n'a qu'à descendre un peu. Il n'a qu'à aller visiter les prisons. Il n'a qu'à aller voir comment ça se passe sans prévenir. Parce que quand vous faites les visites et puis vous prévenez là, il y a des gens en cache, il y a des choses en cache, et puis on vous fait visite guidée, on vous fait passer là où on pense qu'il y a des choses acceptables. On était là-bas, on sait comment ça se passe. Quand on fait visite là, nous autres, on ne rentre pas dans nos cellules. Par exemple, ils savent que s'ils rentrent là-bas, nous on va parler. Et ils maltraitent les prisonniers. Et les conditions sont de plus en plus difficiles. Vraiment, 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 ceux qui sont au-dessus de l'administration pénitentiaire, là, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce qu'on a envoyé les gens en prison, là, c'est pas pour les tuer. C'est pour que certains réfléchissent, c'est pour que d'autres puissent leur peine. Dans tous les cas, on doit faire en sorte qu'ils ressortent de là-bas meilleurs qu'ils ne sont entrés. Mais quand on les maltraite là, on les rend aigris. On les rend aigris. Et après, quand ils reviennent dans la société, c'est un problème.
Mais vraiment, l'administration pénitentiaire exagère. Et quand on leur répond, ils ont peur de nous rencontrer. Alors que nous, là, on veut vous faire des propositions pour que vous fassiez mieux votre travail. Hein? Et il y a tout un système mafieux là-bas. On fait tout sur le dos des prisonniers. Petit argent qu'on a là-bas, là, on ne peut rien faire de bon avec. Tout est 3 fois plus cher. Ils ont boutique, ils ont tout là-bas. C'est vrai, ça nous sert. Mais vraiment, les coûts sont élevés. Les coûts sont élevés. Les prix là devaient être les mêmes que les prix du dehors. Parce que ceux du dehors là, ils vendent et puis ils ont bénéfice. Pourquoi vous ne pouvez pas pratiquer les mêmes prix sur le dos des prisonniers, prisonniers qui souffrent déjà? Ça là, c'est pas malédiction qu'elle a là. Donc bref, ce centre de formation là gagnerait à être réouvert. Ceux qui parlent à le ministre de la Justice là, allez lui dire que l'ONG Don't Forget Them là, l'administration pénitentiaire l'a mis dans les problèmes. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus, il doit payer ses dettes. Tout ce qu'il avait pris pour aider les prisonniers, c'est tombé à l'eau. Ceux qui ont fait tomber à l'eau là aussi, ils ne font pas mieux pour les prisonniers. Au contraire, c'est pour les maintenir dans un système où on les maltraite davantage. Alors que cette ONG était une réponse à un besoin dans les prisons, le besoin de former les prisons, le besoin de mieux nourrir les prisonniers. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème qu'on veut évoquer par rapport à la MACA, c'est le traitement sanitaire des prisonniers. Là-bas, là, si tu n'as pas parent qui t'aide, il ne faut pas tomber malade, sinon tu vas mourir. Médicaments, là, les gens font don et quand on ne sait pas où ça s'en va. C'est rare qu'il y ait médicaments là-bas. On va te donner une ordonnance pour que l'ordonnance même sorte. Pour qu'on aille payer médicaments, venir te trouver si tu es encore vivant, gloire à Dieu. Et il y a des gens qu'on évacue dans les hôpitaux. Ils ne sont même pas guéris, on les ramène. Même pour t'évacuer à l'hôpital, là, c'est toi qui payes carburant de ça. Ça veut dire que le régisseur, là, je ne sais pas s'il a un budget pour les cas sociaux, pour les je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est les prisonniers qui payent tout. Tu n'as pas mis carburant dans l'ambulance, tu ne vas pas partir à l'hôpital. Et quand ils s'en vont à l'hôpital, on ne sait pas pourquoi. Les gens ne guérissent pas bien et puis on les ramène. Hier, il y a une femme qui est décédée à 4 h du matin. Cirrhose du foie, elle a fait 2 semaines à l'hôpital. Elle n'est même pas bien guérie. Ils l'ont ramenée le même jour là, elle est décédée. Elle s'appelle Kui Florentine. On l'appelle Naflani. Elle avait été condamnée à 5 ans. Elle a passé 1 an, 2 mois et elle est décédée. Donc vraiment, la prison là, c'est pas un endroit qu'on peut souhaiter à quelqu'un. Mais ceux qui vont là-bas, ce sont aussi des personnes et les prisonniers ont des droits. Les gens de la Croix-Rouge qui défilent là-bas matin, midi, soir, ils ne savent pas quel travail ils font. En tout cas, ça ne change rien dans les conditions de détention. Ils viennent, ils vous posent des questions, La seule chose qu'ils réussissent à faire, c'est la mise en relation avec les parents ou ceux qui ont perdu le contact avec leurs parents. Sinon, les conditions sanitaires, là, moi, je n'ai pas vu la Croix-Rouge faire quelque chose pour que ça s'améliore. Il y a des organisations des droits de l'homme qui défilent là-bas, on ne sait pas ce qu'ils font. Mais vraiment, ça ne va pas. Il faut de meilleures conditions sanitaires dans les prisons. C'est très important. Je vais terminer le cas des prisons avec le cas de Bleu Axel Boris. Parce que nous sommes en avril. Il a été arrêté le 17 mars 2014. Ça fait aujourd'hui 10 ans qu'il est arrêté. Et quand il avait été arrêté, il avait 21 ans. Il est né le 19 avril. Dans 3 jours, là, il aura 31 ans. 10 ans sans être jugé. 10 ans sans être jugé. Ça, là, il y a longtemps, on parle de ça. C'est dans quel pays on est? Quand on n'est pas dans l'état de droit, vous dites on fait politique. Mais voilà les faits. Dans le code de procédure pénale, là, on dit que celui qui a arrêté pour un délit, les 5 délits là, il doit faire la détention préventive là, ça doit durer 6 mois.
c'est renouvelable 2 fois à condition que le juge le justifie. Donc, quand on fait 6 fois 3, là, ça fait 18. Donc, il ne doit pas dépasser 18 mois sans être jugé. Pour ceux qui ont commis des crimes, c'est 8 mois renouvelable 2 fois. 8 fois 3, là, ça fait 24. Ça veut dire que celui qui a commis ou qui est soupçonné qui est soupçonné d'avoir commis un crime ne doit pas faire plus de 2 ans là-bas. Donc 10 ans là, c'est par rapport à quoi? Et dans ça là, ils perdent les dossiers des gens sans état d'âme. Eux, ils sont en liberté dans leur magouille, avec leurs enfants, ils sont contents, et puis ils perdent le dossier d'enfants des gens. Donc il y a des gens même là, on les a jugés, le PV de leur jugement là, c'est pas arrivé à la MACA, donc on doit le libérer et puis on ne sait pas. Donc on peut te juger même te donner 1 an, parce que ton dossier n'est pas arrivé à la MACA, parce que tu n'as personne pour suivre ton dossier, tu as tapé 5 ans même cadeau avant qu'on se rende compte qu'on s'est trompé, et puis ça là, personne ne va te dédommager. Et c'est comme ça on joue avec la vie des gens. Nous, tout le monde ne voit pas, mais Dieu là, il voit, hein. Cette façon de faire là. On n'a pas obligé quelqu'un à être dans le système judiciaire. Si tu es parti travailler là-bas, il faut bien faire ton travail. 10 ans de la vie d'un jeune, sans jugement. Actuellement où je vous parle là, son dossier au 3e cabinet au plateau. Il s'appelle Bleu Axel Boris. Dans 3 ans, il aura 31 ans. Il est rentré à 21 ans, sans jugement. Et il y a plusieurs cas comme ça. Il y a plusieurs cas comme ça. On va voir si la prochaine fois, on peut encore dresser une liste de ces cas-là. Mais vraiment, Yako à tous ceux qui subissent toutes ces injustices. Faites tout pour nous le faire savoir. Nous, on va au moins en parler. Ceux qui se sont assis sur vos dossiers, là, ils vont se lever un peu pour régler les problèmes. Parce que c'est pas bon, c'est pas bien, c'est méchant. Ça dépasse même la sorcellerie. Donc voilà le cas de Bleu Axel Boris, 3e cabinet. Il a fait 10 ans sans être jugé. On avait perdu son dossier. Les gens ont dû batailler pour qu'on puisse reconstituer son dossier. Il est encore en prison. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va donner les annonces de ACI et puis on va se séparer. Nous avons prévu une formation le 11 avril 2024. C'est une formation de tous les membres de ACI. Donc, ceux qui sont membres de ACI, apprêtez-vous, surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays. Le 11, on a choisi un samedi pour permettre à ceux qui sont à l'intérieur de venir. C'est une formation très importante. Nous avons décidé d'avoir un groupe parlementaire en 2025 ou 2026, ça dépend de la date qu'ils vont choisir. Et donc, il faut que nos bases bougent. Mais pour que nos bases bougent, vous-même, vous devez être formés. Il y a des gens qui s'en vont faire campagne de députés et puis ils disent qu'ils vont construire des routes. C'est pas le rôle du député. C'est pas le rôle du député. Donc, vraiment, il faut que vous veniez savoir ce que c'est que le rôle du député. À partir de là, et puis on va vous former aussi sur certaines valeurs démocratiques et citoyennes, sur les idéologies politiques. Vous serez outillés comme ça. Après, quand vous allez sur le terrain là, vous savez de quoi vous parlez. Vous pourrez répondre à toutes les questions. Vous pouvez lever tous les équivoques et vous pourrez former les gens. Surtout, allez leur dire sur la base de quels critères on choisit un député. Comme il y a 2025, on va coupler les deux. Sur la base de quels critères aussi on choisit un président. Comme ça, ceux qui ont l'argent à gaspiller là, quand ils vont venir vous donner là, vous prenez. Mais maintenant, vous êtes informés et vous êtes formés sur ce sur quoi vous devez vous baser pour choisir quelqu'un. La transparence du système électoral là, on va s'en occuper autrement. Mais déjà, il faut que les populations soient informées. C'est l'occasion aussi d'encourager les gens à faire leur CNI. N'attendez pas la gratuité. Je disais ça la dernière fois. Vous dépensez plus de 5 000 dans Mèche, les femmes là. Les jeunes gens, quand c'est pour aller boire là, vous dépensez aussi plus de 5 000. Prenez vos 5 000 francs pour aller faire vos pièces. Et c'est pas seulement par rapport aux élections. Les pièces servent dans tous les actes civils. Chacun a besoin de ça. C'est pas normal même qu'un citoyen n'ait pas de pièces. Donc, allez faire vos pièces. Soyez responsables. Arrêtez de vous faire biberonner.
Quand vous parlez du Sénégal, là, ils ne se sont pas levés comme ça pour réussir ce qu'ils ont fait. C'est parce que là-bas, il y a une conscience citoyenne que nous, on n'a pas ici. Il faut créer cette conscience citoyenne. Il faut faire en sorte que la majorité du peuple sache ce que c'est que la démocratie, la participation à la vie politique, la participation à la vie citoyenne, pour qu'on ait toutes les notions qu'il faut pour être des citoyens responsables. Et ça, là, ça n'a rien à voir avec l'appartenance ou pas à un parti politique. C'est un truc qui est général. C'est important. C'est nécessaire. Après, maintenant, vous vous plaignez, les gens que vous votez là, quand ils vous font du mal, vous pleurez. Mais c'est parce que vous n'avez pas réfléchi avant de les choisir, c'est ça? C'est ça qui est là. Donc, vraiment, on espère que la majorité des membres de ACI vont prendre leurs dispositions pour participer à cette formation. On lance aussi un appel pour des fonds. On vous l'a dit, nous sommes déterminés à travailler pour notre pays, mais nous n'avons pas de moyens. Et les conditions ont été créées pour ne pas que nous en ayons. Heureusement qu'il y a un Dieu qui existe. Donc les gens peuvent prendre les décisions qu'ils veulent, mais c'est Dieu qui décide s'il ne donne pas les moyens aux gens. Donc on lance un appel à ceux qui soutiennent ce que nous faisons pour qu'ils nous aident. On a beaucoup de difficultés. On a des difficultés dans notre vie personnelle, on a des difficultés dans notre vie professionnelle. Et nous avons besoin de votre appui pour avancer, pour qu'ensemble, nous puissions changer les choses dans ce pays de façon qualitative. Donc, on lance un appel. On avait déjà donné le numéro et on vous a dit qu'il y a un seul numéro. Plus 225 05 46 78 55 19. C'est le seul numéro qu'il faut contacter si vous voulez aider ACI. Si vous voulez aider aussi la présidente, c'est chacun selon ce qu'il veut faire, mais c'est le même numéro. Donc vraiment, nous vous encourageons et ne pensez pas qu'il y a des petits dons. C'est plusieurs petits dons là qui deviennent beaucoup. Et le principe que nous avons lancé, c'est que sur un an, certains prennent un engagement. Tu peux dire, moi, je donne 1000 francs. Tu peux dire, moi, je donne 10 000. Tu peux dire, moi, je donne 100 000. C'est chacun selon ses possibilités. Mais tu peux prendre l'engagement chaque mois de donner quelque chose pour que nous puissions avancer sur le terrain. Donc, ces cotisations-là commencent à partir de la fin de ce mois d'avril jusqu'à la fin du mois de mars 2025. On veut remercier ceux qui ont déjà commencé à contribuer, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont l'intention aussi de contribuer, que Dieu vous bénisse. C'est autour de la Côte d'Ivoire que nous devons nous rassembler pour avancer. Chacun fait sa part. Vous n'avez pas le temps d'être sur le terrain, vous devez aider ceux qui sont sur le terrain à avancer. Nous avons aussi besoin de vos idées. Vous pouvez nous contacter aussi. Moi, je n'ai pas d'argent, mais et si vous faisiez comme ci, et si vous faisiez comme ça aussi c'est bon. La réflexion là, s'il n'y a pas de bonnes idées, l'argent ne peut rien faire. L'argent vient financer les projets qui sont issus des idées. Donc, on a besoin de vraiment toutes les contributions. Pour l'adhésion et l'implantation aussi, c'est les mêmes numéros. Pour l'adhésion, c'est le 07 48 2 fois 67, non, 2 fois 59 67, voilà. Le 07 48 2 fois 59 67, c'est pour les adhésions. Là aussi, c'est le seul numéro pour les adhésions. Il va vous donner les conditions d'adhésion, mais en attendant que vous les satisfassiez, il vous inscrit dans le groupe de votre commune de résidence pour que vous puissiez déjà commencer à vous familiariser avec les autres membres de ACI de la ville où vous habitez. Il y a un groupe aussi pour la diaspora. On a même eu une réunion en ligne le samedi passé, 13 avril, ça s'est très bien passé. On va continuer comme ça. Et si les autres groupes aussi veulent nous solliciter pour des réunions en ligne, vous pouvez le faire. On est à votre disposition. On est ensemble. On est une équipe. Voilà. Pour l'implantation, il s'agit de ceux qui dans leur ville n'ont pas de groupe ACI. Vous pouvez contacter soit le même numéro, soit le 05 02 07 86 00. C'est le numéro du responsable de l'implantation. Il va vous encadrer pour que vous puissiez créer un groupe de ACI dans votre commune. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Nous souhaitons une excellente semaine et puis rendez-vous le mardi prochain sur la chaîne de la vérité.